Alors, on va démarrer cette e-dégustation. Merci d'être là nombreux et ponctuels. Je suis donc Angélique de Langzin, cofondatrice d'Ideal Wine, et je suis accompagnée de Laure Boudreau ce soir. Bonsoir à tous. Et de Manon, qui s'occupe de la technique, pour vous accueillir dans cette très belle dégustation. Merci à tous ceux qui nous sont très fidèles déjà, de ces e-dégustations que nous avons initiées durant le confinement pour maintenir le lien entre les amateurs, nous-mêmes, parce que vous nous manquiez beaucoup, et les producteurs. Donc ce soir, nous avons la grande joie d'accueillir un domaine magnifique qui va nous présenter un parcours entrepreneurial absolument exemplaire et vraiment très inspirant pour nous chez Ideal Wine qui sommes entrepreneurs aussi. Donc, nous allons vous présenter le château Smith-au-Lafitte. Florence Catiard est avec nous, accompagnée de Ludovic Fradin. Donc, on va vous demander de réactiver votre micro et votre caméra pour que tout le monde puisse vous voir, Florence et Ludovic. Voilà. Bonsoir. D'avoir des spectateurs parce que en temps de confinement, on comprend qu'ils se soient jetés sur nous, mais là, on a des concurrents. Les restaurants sont ouverts, les bars aussi. Alors, c'est bien. Bravo à ceux qui sont venus nous écouter. Tout à fait. C'est un vrai défi pour nous de les poursuivre maintenant. Et je me permets de vous dire, Florence, que cette dégustation a eu un succès phénoménal parce qu'elle a été souscrite en quelques heures, jours. Enfin, ça a été extrêmement rapide. Donc, merci à vous tous qui avez montré beaucoup d'enthousiasme pour le château Smith-au-Lafitte. Florence, vous aviez eu la gentillesse de m'accueillir il y a 20 ans, au moment où nous étions en train de préparer ce projet d'Ideal Wine qui était encore en gestation. Et vous aviez tout de suite fait preuve d'une très belle curiosité et d'un accueil extrêmement ouvert à ce concept nouveau qu'allait être Ideal Wine. Donc, je vous en remercie. Parce que voilà, nous avions tout approuvé et tout a démarré, donc vous avez tout de suite fait preuve d'une très belle ouverture d'esprit, donc merci encore pour ça. Et aussi pour votre accueil quand nous avons, au niveau d'Ideal Wine… Vous avez trouvé votre place, et bravo. Oui, merci. Et également, oui, quand nous avons développé les liens via la place de Bordeaux avec les propriétés, vous avez aussi fait partie de nos tout premiers partenaires. Donc voilà, c'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir. Alors, pour ceux certains d'entre vous sont déjà très familiers de ces e-dégustations. Vous avez donc reçu vos vinotes, donc ces vins qui ont été envoyés par la propriété à notre partenaire Vinovae pour être reconditionnés dans ces petits flacons. Vous avez peut-être sorti un certain nombre de verres, comme nous vous l'avions recommandé. Si tel est bien le cas, vous pouvez d'ores et déjà servir les vins rouges. Ce sera tout à fait intéressant et utile pour eux de commencer à s'aérer. Et nous allons les déguster donc ensemble. Pour ce qui est donc nous allons échanger avec Florence et Ludovic Fradin, directeur commercial du domaine, qui est présent aussi et qui a œuvré pour cette dégustation. Merci à vous, Ludovic. On va commencer par introduire et on va rapidement passer au vin parce qu'on a un vrai programme devant nous. On a 6 vins à déguster et on va essayer de tenir 1 heure. Donc, je vais vous laisser effectivement commencer à introduire et ensuite, on va déguster les vins à mesure de la dégustation, à mesure de l'heure. Ceux qui nous écoutent, tout ce que je souhaite, c'est qu'ils aient envie de venir nous voir pour nous entendre peut-être un peu plus longtemps et surtout vérifier sur place parce que franchement, c'est grand chez nous. C'est un domaine d'un seul tenant, 70 hectares de rouge, 10 de blanc et 65 hectares de forêt autour qui sont vraiment très près de Bordeaux. Donc, c'est un domaine un peu unique qui date du XIVe siècle et ça fait plus de 6 siècles que les gens font du vin à Smith-au-Lafitte qui n'a pas l'architecture des châteaux du Médoc parce que c'était plutôt une bastide qui a été remaniée par ses différents propriétaires au fil des siècles. Et on a eu beaucoup de gens prestigieux ici, en particulier Dufour du Bergier, qui a été le signataire des accords du Médoc en 1855, même s'il n'a pas signé Smith-au-Lafitte. Et
dans le livre d'un chercheur américain, on dit que c'est peut-être parce qu'il était honnête. Là, c'était Louis Eschenauer, qui a été un grand négociant de Bordeaux, mais à notre avis, il faisait un peu trop de vin et ses cuves étaient trop grandes. On s'en est débarrassé dès qu'on a acheté, voici maintenant un peu plus de 30 ans. Voilà. Et on est heureux d'avoir choisi la qualité contre la quantité. Voilà, on est un peu plus jeune là sur cette photo, elle doit bien avoir quelques années. Et notre fille Alice, qui maintenant est la propriétaire avec son mari Jérôme. Dans la famille, on a avec Daniel, on ne s'occupe que de faire le meilleur vin du monde en blanc comme en rouge tous les matins, ça nous dope tous les jours. Quant à Alice et son mari Jérôme, c'est eux les propriétaires des sources de Caudalie et maintenant des sources de Cheverny. Et ils ont comme stratégie d'implanter des hameaux de luxe et de confort autour des grands vins de France, ce qui est assez original. Ils ont réussi dans la Loire et bien évidemment à Bordeaux, c'est leur vaisseau amiral. Magnifique aventure, effectivement, en parallèle du vin. Et si vous connaissez le lieu des sources de Caudalie et du château Smith-au-Lafitte, c'est absolument, non seulement c'est magnifique, mais à chaque fois qu'on y va, on ne reconnaît plus tellement, il y a des changements, des agrandissements, des nouveautés, des beautés aussi. Trois restaurants, un double étoilé Michelin qui est en train d'aspirer vers l'étoile ultime parce qu'il source tous ses produits locaux. Enfin bon, je ne vais pas trop parler des sources parce que ça peut distraire les gens et oui. Le focus soit dans nos verres. Voilà. Restons sur le vin. Mais c'est vraiment une belle réussite aussi. Bravo pour ça. Est-ce que vous voulez revenir assez rapidement sur les chiffres du domaine, c'est-à-dire combien d'hectares vous travaillez, les cépages que vous travaillez, pour qu'on ait ça en tête avant de commencer à déguster le premier vin? Les cépages sont très classiques. Pour les rouges, c'est majorité de Cabernet Sauvignon. Vous verrez, c'est toujours environ entre 62 et 66 de Cabernet Sauvignon. Vous avez entre 30 et 34 de Merlot, 5 à 6 de Cabernet Franc et 1 ou 2 de Petit Verdot. Très classique. Et en blanc, alors là, c'est plus original parce qu'il y a l'arme secrète de mon mari. On est 90% de Sauvignon blanc, 5% de Sémillon et 5% de Sauvignon gris. Et le Sauvignon gris revient à la mode maintenant, mais nous, on l'a planté il y a 29 ans. Donc, il est ancien, notre Sauvignon gris, et on sait exactement le maîtriser. Puis, on a un terroir spécial. En quoi est-ce une arme secrète? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Parce que quand on a planté cela, c'était 1 an après avoir acheté Smith-au-Lafitte et personne n'avait de Sauvignon gris, du moins dans les Pessac et dans les crus classés de Grave. On était tout seuls. Les gens mettaient beaucoup de sémillon, parfois un petit peu de muscadelle. Mais nous, c'est venu par un stagiaire qui est devenu très célèbre par la suite, qui était là en 1991. Il s'appelle Peter Sissek. Il a fondé Pingus après. Il était stagiaire chez nous pendant 1 an en 1991. Il nous a présenté à son oncle, danois comme lui, qui avait un petit vignoble avec du Sauvignon gris dans les Landes, enfin au bord des Landes, dans les Graves. Et on a adoré ce vin. Et comme on avait presque 1 hectare à planter, on a mis ce Sauvignon gris. Par un revers de l'histoire, les Suisses qui ont acheté derrière parce que le Danois, je ne parle pas de Peter, je parle de son oncle, n'était pas un bon manager. Ils ont arraché tout le Sauvignon gris pour faire du rouge, ce qui est, à mon avis, une hérésie, mais bon, les gens ont le droit de se tromper aussi. Alors, vous voyez la carte de Bordeaux, on est au cœur des Pessac, là, dans les crus classés de Grave, et on aime suivre cette nappe mythologique de Grave gundienne quaternaire qui passe à Aubryon, Mission, Pape Clément, Aubailly et nous, Smith-au-Lafitte, avec un petit bout de Carbonieux. Et ça, c'est une particularité qui est très forte parce que si on veut exprimer le génie du lieu, et c'est vraiment notre passion, eh bien, il faut un grand terroir, hein, surtout un terroir qui a traversé les siècles comme le nôtre. C'est ce qu'on essaye de faire. Et un terroir que vous avez également agrandi avec l'acquisition d'autres propriétés. Alors, on a 2 autres propriétés. Smith-au-Lafitte est certifié en agriculture biologique depuis 2019, et je dois dire qu'il y a très peu de crus classés qui sont certifiés aujourd'hui. Hein. Je crois qu'ils se comptent sur les doigts de l'humain, avec la Tour, Palmer, quelques autres. Et le château Le Thil ainsi que le château Cantelis
qui sont nos 2 satellites, sont en voie de certification. Et j'espère en bonne voie, même si on a des années compliquées. Hein, vous avez vu le GIEC qui parle à la télé tout le temps et qui annonce des catastrophes climatiques. Nous, à Bordeaux, on aimerait bien que le réchauffement planétaire s'arrête là. Même si on plante, dès qu'on arrache un hectare, on met du cabernet parce que c'est moins sensible à la chaleur que du merlot. Et puis, on a une vaste phytothérapie avec des plantes. On est les seuls, je crois, à faire sécher nos plantes dans les clairières au milieu de nos vastes 60 hectares de forêt. Et avec ça, on arrive à lutter. Par exemple, la valériane réchauffe contre le gel. L'Achillée millefeuille, on va commencer à l'utiliser dès que les grandes chaleurs vont arriver. Et entre-temps, on se sert des orties ou d'autres fortifiants comme engrais naturels, ainsi que des fougères en tant que pour écarter les fungus. Alors ça, c'est très intéressant, on y reviendra, d'autant plus que vous avez vécu une phase de bizutage assez intense quand vous êtes arrivé à Smith Olafite, puisque avec les millésimes 91, 92, 93, vous avez commencé, ça n'a pas été forcément un chemin semé de roses au démarrage. On était même persuadés en 93 et même 14 qu'on était ruinés. Et enfin bon, je ne rappellerai personne quand on voit le magnifique château qu'on habite aujourd'hui, parce qu'on a ce privilège d'habiter au cœur de nos vignes. Mais c'est sûr qu'on avait carrément tout mis sous les pieds et on a eu 4 années épouvantables. En plus, on a fait une erreur grossière. On voulait être bio dès le début et ça, ce n'était pas possible à l'époque. Il n'y avait pas tous les progrès. Maintenant, on peut même, nous on fait notre propre compost, mais on peut en acheter aujourd'hui. À l'époque, c'était très difficile et on est allé drastiquement sur une vigne qui était droguée au phosphate. Et on a tout supprimé, donc les vieux ceps se sont couchés, on a eu beaucoup de problèmes. Et on a compris qu'il fallait aller lentement. Et que même si nous, on avait toujours vécu de manière cohérente en faisant du tri sélectif. Mon autre fille a été la première à supprimer les parabènes dans Caudalie. Ça n'a pas marché au début. Il nous a fallu une longue marche avec de temps en temps en 97. On a fait un recul parce qu'on allait perdre toute la récolte. Par contre, récemment, en 2013, on a été attaqué par le mildiou, mais on a tenu, même si on a eu la moitié de la récolte. Et en 2018, on a eu aussi la moitié de la récolte, mais ça a été magnifique. Et maintenant, on pense qu'on maîtrise infiniment mieux qu'au début. Voilà. C'est un process qui est vraiment très très long, hein, qui doit vraiment se faire une transition qui doit se faire sur le temps long. C'est plus facile quand les propriétaires habitent sur place et qu'ils ont une équipe aussi dédiée que celle qu'on a. On a traité les lundis de Pentecôte, on a traité les dimanches parce qu'il faut passer souvent avec la bouillie bordelaise. Alors, on met du cuivre de manière homéopathique maintenant, mais il faut quand même, ce ne sont que des produits de contact et pas les pesticides qui rentrent au cœur de la vigne, parce que tout le monde aujourd'hui a à peu près supprimé les herbicides. Les pesticides, c'est beaucoup plus dur. Et on ne veut pas faire des vins conventionnels parce qu'on pense qu'un vin conventionnel, il ne va pas traduire le millésime. Nous, comme je le disais, c'est un peu prétentieux, mais on pense qu'on n'est pas loin d'arriver à traduire le génie du lieu et d'arriver à avoir vraiment de ciseler chaque millésime comme il le mérite. Enfin, c'est notre ambition et on a une équipe pour ça aujourd'hui. On pourra peut-être continuer d'en parler un petit peu après. Je vous propose qu'on commence avec le premier vin. Allez-y, alors, je vais donner la parole à Ludovic, qui les connaît par cœur. Donc, on va commencer avec le petit Olafite 2016. On commence donc avec les rouges. C'est ça. Donc, on est dans l'appellation Pessac et Oignon, hein, terroir d'un seul tenant, 78 hectares, 67 hectares de vignes rouges et 11 hectares de vignes blancs. Donc, nous, on ne parle pas de second vin, puisque, en fait, on préfère parler de jeunes vignes, puisqu'on a une conduite du vignoble avec une replantation. Vous avez bien compris que Florence Daniel sont là depuis 1990, et avec leur arrivée, en fait, ça a été une nouvelle impulsion, une nouvelle ère donnée à la propriété avec des esthètes du vin et de l'art de vivre. Donc, Florence Daniel était très motivée pour essayer de produire le meilleur vin possible sur cette propriété et faire des vins de lieu. Donc, le renouvellement du vignoble s'est effectué dès leur arrivée
pour le meilleur et pour la valorisation de ce terroir fabuleux de Smith Lafitte, puisque c'était connu comme une propriété magnifique, mais comme un joyau, mais avec beaucoup de travail à faire. Beaucoup auraient été effrayés. Florence et Daniel ont relevé ce défi avec brio. Donc, on a un renouvellement de la propriété sur les vieilles vignes, très vieilles vignes, qui s'effectue de l'ordre de 2-3% par an et qui continue. Donc, ces vignes qui ont été remplacées sont sur le grand terroir de Smith Lafitte et ont vocation à devenir du grand vin, mais il va falloir du temps parce que ce vignoble qui est façonné avec plusieurs collines, d'où le nom, Haut Lafitte, qui veut dire haute colline. Alors, Florence Daniel arrive des Alpes, hein. Grenoble, c'est pas les montagnes, mais c'est vallonneux, quoi. Il n'y a pas de neige ici, ni de pente de ski, mais il y a des très belles collines qui sont en forme de loupe, qui sont très drainantes, avec différentes couches de graves. C'est pour ça que nous, on dit ici qu'on a une grave semi-précieuse et une grave très spécifique qui s'appelle la grave gunzienne. Elle va suivre un petit peu, ça va être le fil conducteur de toute cette dégustation, parce qu'on va voir au travers des différents millésimes de la sélection jeune vigne le côté ciselé dont parlait Florence, le côté minéral, le côté fumé qui arrive directement du terroir. Donc ces graves gunziennes, elles sont plutôt profondes. Là, vous voyez les graves de surface, qui est plutôt commune, la grave noire, blanche et noire, qu'on appelle, qui est très bonne au niveau du drainage. Et aussi, bien sûr, elle relâche la chaleur qu'elle aura emmagasinée durant la journée. On a des agathoïdes, on a des schistoïdes. Bon, ils ont peut-être envie de boire le vin. Voilà, et donc, ces jeunes vignes qui sont sur le grand terroir vont donner du grand vin après 20 ans. J'y viens parce qu'en fait, les racines vont prendre du temps à venir pénétrer et trouver leur minéralité dans ce terroir qui est très compact, très serré, très dur à pénétrer, très pauvre aussi, mais qui donne du grand vin. La vigne est un peu une plante sadomasochiste. Elle donne du grand vin dans un terroir très pauvre et non dans un terroir très riche. Donc, c'est pour ça que les endroits qui ne peuvent recevoir que de la vigne ne produisent aucune culture, aucun verger. Donc, ces jeunes vignes suivent l'assemblage du grand vin. Terroir de Grave, c'est vraiment le royaume du Cabernet Sauvignon. Donc, on va retrouver en prédominance sur ce millésime 2016 60% de Cabernet Sauvignon et du Merlot qui va nous amener quand même cette structure, cette rondeur, cette trame, ce côté facile aussi sur les tanins à hauteur de 40%. Et alors, c'est un grand millésime hein, parce que le 2016, à tel point que tout à l'heure, quand on a ouvert vos deux vignettes, je ne sais pas comment vous les appelez. Vinotes. On était un peu inquiets, mais ça se passe bien. Sauf qu'au début, je me suis dit, oh là là, le petit va peut-être exploser le grand. Parce qu'un 16 en petit, c'est costaud, ça envoie bien. Cela dit, comme on a ouvert il y a 10 minutes, le grand est en train vraiment de prendre toute sa sophistication. Mais au début, sur le premier nez, si vous voulez, le petit vous saute au nez et il a… Là, j'étais contente ce matin parce que je lisais un anglais. Vous savez, les anglais, ils sont toujours un peu… Ils ont un humour froid. Et il disait sans doute la meilleure value si vous mettez un rating qualité-prix, l'ordonnée du petit est très haute. Ah oui. La diagonale est très forte parce qu'en 2020, en 2020, c'est aussi un très grand millésime et le petit sort très très bien. Voilà. D'autant plus qu'on a tendance maintenant à vouloir boire les vins plus jeunes, donc c'est vrai que d'emblée, il est magnifique, il est là où le grand vin va peut-être demander plus d'années pour exprimer absolument tout son potentiel. Il faut l'attendre, le Smith Lafitte. Mais le petit, surtout si vous l'aérez bien, hein, il rend bien. Hein. Héloïse qui réagit dans le chat et qui dit que les tanins sont très souples et il est très charmeur. Moi, je trouve qu'il est vraiment, c'est vrai, il est très charmeur. Il y a un côté on a cette pureté dans le Cabernet Sauvignon qui amène également cette fraîcheur, cette allonge. Ce que l'on recherche, ce sont des vins qui sont équilibrés, fins, qui amènent une tension, une minéralité. Donc, pour avoir des grands Cabernets, on est obligé d'avoir aussi des grands Merlots qui vont tous les deux s'associer et se compléter. C'est tout l'intérêt de la Et en 16, c'était facile. On va pas vous raconter tout le millésime parce qu'on pourrait, mais c'était 15 et 16, c'était 2 années un peu de fait 10, quoi. C'était relativement facile. On appelle, nous, des vendanges fauteuils.
Et on est heureux, on a l'été indien, tout va bien, ça se passe bien. Oui, les choix sont relativement faciles. Hein, c'est pas... Voilà, puis en plus, alors nous on habite là on parle dans notre cuisine qui est les états généraux, le quartier général. Le quartier général, le QG. le QG de Attendez, vous avez coupé votre vidéo là. On vient juste de perdre la vidéo au moment où vous nous parliez de la cuisine. C'est quand même dommage. On rétablit. Ah, Voilà. super. Voilà. Elle est très jolie votre cuisine. Donc, on est au milieu de nos vignes et Fabien Tedjen, qui est le grand winemaker de Smith Lafitte, habite à l'autre bout de ce domaine d'un seul tenant. Donc, c'est un énorme avantage. En plus, on est tout près de Bordeaux et ces années Covid, par exemple, on a très facilement, voilà Fabien et voilà Ludovic, on a très facilement trouvé les vendangeurs qu'on voulait parce qu'ils n'avaient qu'une envie, c'est venir au cœur de la nature à 20 minutes de la 5e ville de France. Donc, ils étaient contents. Et on pouvait les faire passer 6 fois dans les rêches de vigne dans les blancs, par exemple. Au contraire, plus ils restaient dans la nature, plus ils étaient contents. Même si c'était moins convivial que d'habitude, parce que les repas se prenaient isolés, il y avait 4 groupes masqués, mais quand même, c'était la nature. Alors moi, ce qui nous a frappé quand on a dégusté les vins une première fois, les 4 rouges, c'est qu'il y a, il y a une signature qui est commune, qu'on retrouve déjà en fait dès le petit Haut Lafitte, je veux le dire dans le bon ordre. Et notamment, il y a ce côté effectivement très rond, charmeur sur ce second vin, enfin sur ce petit Haut Lafitte. Un côté floral aussi, qui est très joliment souligné de notes un petit peu épicées, poivrées. Et puis, il y a cette signature minérale, notamment sur la finale, qui ressort déjà et qu'on va retrouver ensuite en filigrane sur l'ensemble des vins. C'est déjà très, très présent. Donc, c'est vraiment une très belle introduction, effectivement. Je comprends que sur le rapport qualité-prix, si on peut dire, ce commentateur anglo-saxon est déjà pointé du doigt le petit Haut Lafitte parce qu'il est vraiment très de la famille déjà. Hein. Il n'est pas du tout… L'ADN est là. Comme son grand frère, la tonnellerie est en place également pour l'affinage des vins, à hauteur de 30% de bois neuf pendant 16 mois. Et puis Florence, le petit Haut Lafitte est vinifié dans un chai un peu particulier. Oui, on les vinifie dans le chai qu'on appelle furtif, parce qu'il est dans une carrière naturelle au début de notre forêt, donc on ne le voit pas. C'est un chai qui a une énergie légèrement positive. On a tout, on a des grands toits végétaux, à tel point que quand on fait balader les gens dans la forêt d'essence, personne ne se rend compte qu'il est sur le toit des chais. Il va falloir qu'on mette un panneau, je crois. Et on a maintenant presque 500 mètres carrés de panneaux solaires qui sont intégralement sur les toits de notre ferme, où on a également beaucoup de chevaux, des Ardennais, des comptoirs. Et tout ça fait qu'on a en plus quelque chose qui était unique, puisqu'on a commencé en 2006, on recycle le CO2 qui est issu pendant la première fermentation, la fermentation alcoolique au moment des vendanges. Donc il y a 20 tonnes de CO2 qui pourraient s'échapper dans la nature, qu'on capte et qu'on recycle avec une machinerie relativement complexe dans ce chai furtif et qui produisent 8 tonnes de bicarbonate de sodium. Donc on a été invité à la COP 21 et on a pu parler devant à l'époque le ministre Fabius, qui était le grand initiateur de cette COP. On était 2015, oui. Et depuis, on est très heureux d'avoir des imitateurs qui sont assez célèbres, puisqu'il s'agit de l'université de Davis, qui est venue passer plus d'un jour avec nous et qui l'a mis à son programme. Il s'agit du domaine du Jacques en Bourgogne, qui sont des bons amis à nous, et il s'agit aussi du Château Montrose. Donc, on trouve que c'est bien parce que c'est vraiment du mécénat, hein, là, parce que je crois que mon mari Daniel, il aura le retour sur investissement dans 2 siècles, quand on voit malheureusement le prix de la tonne de bicarbonate sauvé, c'est pas lourd. Mais bon, ça fait du bien à la planète, c'est très important quand on voit ce qui attend nos petits-enfants. Et on y croit beaucoup. Et voilà, on va peut-être passer au 14. Hein.
Oui, exactement. Juste une chose, parce que là, on est dans vos vignes. On a quand même des pressions de mildiou extraordinairement fortes. Enfin, dans le Bordelais, vous avez évoqué ces tisanes que vous fabriquez, que vous produisez. Est-ce que c'est le seul remède? Malheureusement, on a aussi, alors on a lu Steiner, on a lu Maria Thun, on n'a pas gardé le côté mystique, mais on suit certaines choses. Par exemple, on taille en fonction des phases de lune, on suit les flux de sève, ça nous paraît tout à fait important, parce qu'on ne veut absolument pas perturber les flux de sève comme peuvent le faire les produits conventionnels, les pesticides. Ça, on n'utilise plus du tout depuis très longtemps déjà. Et pour le mildiou, on se défend avec ce qu'on a, c'est-à-dire la bouillie bordelaise, un peu des nuages de soufre et de cuivre qu'on capte avec des jupes. Alors, on a des gros tracteurs qui font un peu peur, mais ils ont des roues très larges qu'on dégonfle pour pas que ça pèse dans nos restes de vigne. Et on soigne avec nos chevaux. Et ça, les chevaux, eux, c'est Lionel et sa femme Julie qui habitent sur la propriété eux aussi et qui ont fait en sorte que même les véganes n'y trouvent rien à redire parce que c'est eux qui ont vraiment construit le matériel derrière chaque cheval et qui est très léger. Quand on voit les Ardennais, ils s'en moquent complètement d'ailleurs de ce qui traîne derrière. Et alors, ils obéissent à la voix à Julie qui est plus frêle que moi. Moi, j'ai beau essayer de leur parler, ils ne bougent pas une oreille. C'est assez étonnant de voir ce couple passionné de chevaux et qui dit chez nous depuis maintenant, ça fait beaucoup plus que 10 ans. Donc, avant, il était extérieur, puis on l'a intégré. Et même s'il a trop, il a trop de chevaux parce qu'il n'arrête pas d'en avoir des nouveaux. Enfin bon, mais on lui a demandé de temps en temps d'essayer de limiter un peu parce qu'on a beaucoup de prairies, mais bon, on n'est pas immense quand même. Quand même, oui. Et on pour va c'est bien. peut-être passer, oui, pardon, on va peut-être passer au 2014. C'est bien le 2014, parce qu'on a un ordre qui a été défini en fonction des caractéristiques des millésimes. Donc, on va goûter 14, 15, 10 dans cet ordre-là. Donc, passons à ce millésime, un classique de Smith-Olafite 2014. C'est ce qu'on peut appeler un millésime classique, 14, mais souvent les consommateurs nous demandent mais qu'est-ce que ça veut dire un millésime classique à Bordeaux? Parce qu'ils entendent parler de grands millésimes, de grands vins, mais moi je pense que quand un millésime est très grand, c'est-à-dire qu'il est déjà homogène sur Bordeaux, c'est-à-dire que c'est bon partout. C'est là la signature des grands millésimes. Et un millésime classique, c'est lorsqu'on revient à des choses un peu plus dans la normale. Des choses qui sont plus classiques, notamment en termes de vendange, de départ de vendange, de fin de vendange, de débourrement, de temps, etc. Avec aussi quelques difficultés, puisqu'il peut y avoir un peu de pluie par-ci, par-là, mais la pluie, elle est bonne aussi à la vigne pour pouvoir pousser. Il faut de l'eau, il faut de la nourriture, si je puis dire, des minéralités tous les mois. Là, 2014 est un petit peu dans ce profil, avec un millésime où on va retrouver les Cabernet Sauvignon, avec malgré tout une bonne proportion chez nous, 62%. Ils sont majoritaires, c'est un bon signe aussi de leur maturité. Les Merlots à 30%, le Cabernet Franc à 6% et le Petit Verdot à 2%. Donc c'est aussi un assemblage classique. Vous verrez sur les millésimes que va présenter Florence, les 10 et les 15, on va monter à 65, 66% Cabernet Sauvignon, un peu moins de Merlot, 25, 30%. Voilà, donc c'est aussi des étapes qui montrent un état de maturité phénolique et de maturité sur les cabernets qui est bonne. Donc le 14 est un millésime qui aujourd'hui est en train de bien se présenter puisqu'on a un nez qui est ouvert. On ressent plus de profondeur, quelque chose de plus fin, plus équilibré, plus complexe, voilà, en comparatif avec les jeunes vignes. Le jeune vignes, on a tout, mais d'une manière un peu moins forte en fait. Alors que le grand vin, lui, va préparer déjà la garde et proposer des arômes qui sont différents, un peu plus sur les épices, un peu plus sur le tabac, un peu plus sur la boîte à cigares. Et puis j'ai vu une question passer sur les tanins tout à l'heure, et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur les tanins avec des méthodes très traditionnelles, très anciennes qui sont les pigeages manuels. Des petites cuves en bois ouvertes. Exactement. À la bourguignonne, ça m'arrache la bouche de le dire, mais il faut dire quand même. Et alors là, vous faites plaisir à Laure Bouzereau qui est bourguignonne. Beaucoup d'années là-bas. Et
Et mon mari leur avait acheté des pigeurs hydrauliques et en fait, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que c'est un peu aveugle. Et ils préfèrent, et puis la force est un peu aveugle aussi, ils préfèrent y aller à la main. Et si vous venez chez nous pendant les vendanges, c'est amusant parce qu'à 11 h du soir, vous entendez du rock'n'roll endiablé qui s'échappe des chais parce que généralement, ils prennent des jeunes femmes. Il y a de très bonnes ingénieurs agro-œnologues qui sortent maintenant des écoles et elles sont là à piger avec nos œnologues. Il y a une ambiance terrible dans ces chais parce que quand il faut piger le soir et que le chapeau est dur, il faut y aller. Hein. C'est pas si simple. Mais on a une équipe de passionnés et c'est ce qui nous permet dans des millésimes qui ne sont pas des millésimes grandioses comme les deux qu'on va goûter derrière, de faire ce que nous, on appelle un excellent vin. Parce que si j'étais anglaise, je dirais we try harder. On essaye plus fort dans les millésimes dits moins glorieux. Et j'ai adoré la remarque d'Angélique tout à l'heure qui a dit on retrouve la singularité, l'ADN de Smith Lafitte au fil des différents millésimes. Pour nous, ça c'est très important parce qu'on veut une signature et on trouve qu'elle a cette signature. Vous avez un petit peu de fumée qui ne vient pas du tout de la barrique, ce n'est pas le toasting vanillé des barriques, c'est le fumé des silex. On a énormément de silex qui se touchent presque dans notre terroir. Et je suis aidée par un professeur de géologie qui a toujours des cailloux dans sa poche trouvés dans nos vignes. Alors, mon mari dit qu'à mon âge, je suis 5 fois grand-mère, que j'ai encore un vieil amoureux, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a un vélo encore plus vieux que le mien et il arrive avec ses cailloux. Il me dit, regardez ce que j'ai trouvé. Il m'a trouvé 2 silex préhistoriques. Alors, on ne dit pas trop où parce qu'il pourrait y avoir des excavations, mais c'est vrai qu'on a des cailloux très, très intéressants. Ce que la photo ne rend pas parce que les plus beaux cailloux, ils sont chez moi, là. Il faut venir pour les voir. C'est 30 ans de recherche. Et on le sent, on sent cette minéralité à la fin du vin, avec des fruits noirs peut-être plus marqués que des… Voilà, ça, il me les polit même, les silex. Ouais. Nopaloïdes, ça c'est 2 petites haches préhistoriques qu'il a trouvées, je ne sais pas si vous voyez bien, enfin voilà. Oui, c'est magnifique. Vous rendez la géologie vivante, cette matière qui était si difficile à étudier à l'école, quand on voit vos… Que pendant très longtemps, et même quand on est arrivé, le sol, c'était une matière inerte qui n'était là que pour supporter la plante. Et c'est à la plante qu'on donnait énormément de phosphate, d'engrais chimiques pour qu'elle pousse très drue. Nous, on a vraiment changé tout ça depuis le début avec plus ou moins de bonheur parce qu'on est allé trop vite, trop fort, alors que l'humus nous apprend l'humilité. C'est la même racine. Moi, j'avais une maman prof de latin, ça me sert de temps en temps, vous voyez. Et il faut aller lentement, en fait. Et ça, c'est ce que j'ai de mal à faire. Heureusement, j'ai un mari qui est très calme et qui a le sens du temps parce que l'ADN doit se décliner au fil des millésimes dans le temps. Et on y arrive 30 ans après. Enfin, non, il y a 15 ans qu'on y arrive, mais 15 ans dans l'histoire du vin, c'est très court. Ouais. C'est rapide. Pour une propriété qui fête ses 655 ans, c'est ça, cette année, avec ce millésime? La 30e vendange de Daniel et moi et la 25e vendange de Fabien Tedjen. Tout à fait. Et alors, je trouve qu'il y a une particularité aussi dans ce vin par rapport au petit Olafite, c'est l'énergie. Il y a quelque chose d'une très belle tension et il y a une énergie qui se déploie en bouche, qui donne une finale très, très ample. C'est vraiment, il y a une belle intensité dans ce vin. On est les champions des finales. Et alors, j'espère que les gens seront de plus en plus attentifs aux finales parce que c'est facile de faire le wow effect, le blockbuster en attaque. C'est beaucoup plus dur d'avoir une finale élégante avec des tanins qui sont imbriqués très étroitement et qui se prolongent dans la pré-bouche, si je puis dire. Et ça, Fabien, c'était le sorcier des finales. Et alors, parfois, aujourd'hui, on a déjeuné ensemble. Je lui ai servi un bon Californien qui avait une attaque terrible. Je lui disais, Fabien, est-ce que le meilleur vin du monde, il n'a pas l'attaque d'un Californien et la finale de vos vins? Et il m'a dit, mais vous jetez sur le verre. Attendez. Et c'est vrai
un quart d'heure après, quand on arrivait au fromage, le nôtre était aussi magnifique au nez. Et là, c'est pareil. Au début, on aurait dit que le petit était mieux et maintenant, non. Enfin, oui. Je vous propose qu'on passe au 2015, parce qu'on a un timing un petit peu serré. Et comme ça nous permettra de comparer avec ce grand millésime qui est 2015. Alors, le 2015, moi, ce que je veux montrer, c'est qu'on lui a fait une étiquette très spéciale. Qui est, là, non, il est là, mais il y a un journal derrière. Mais il est comme ça. Ben, vous la montrez, là, tout le monde la voit. Et c'est une étiquette. L'étiquette noire, oui. Voilà, on était aussi 150 ans, et puis on estime que c'est un des plus grands vins qu'on ait jamais fait. Et du coup, on a célébré ce millésime. Alors, j'espère qu'on fera des étiquettes comme ça tous les 5 ans, j'en suis pas sûre. Hein. En 2020, c'était pareil, mais qui nous dit qu'en 2025, d'abord, je ne sais pas si on fera 5 ans de vendange, parce qu'on est beaucoup d'abord. Et donc, le 15, je crois que c'est vraiment un beau vin. Un grand vin, comme on le dit, c'est le témoin d'un cépage, des conditions climatiques d'une année, le fruit des efforts d'une équipe, et c'est aussi l'expression, le sens du lieu, même parfois le génie du lieu. Hein, et on a très envie qu'il vous donne de l'émotion et que vous ayez autant de plaisir à le goûter que nous, on en a eu à le faire, parce qu'il a du style, il a du caractère, c'est un très beau vin. Et il y a une forme de plénitude, hein. Dès le nez, il y a quelque chose qui est très harmonieux, tout est bien en place. Exactement. Il est très charmeur, il est très velouté, c'est vrai qu'il Il est charmeur, mais il est charnu aussi. Hein. Oui, complètement. On sent la vraie puissance aussi, complètement. Oui. Alors, je m'adresse aux participants. N'hésitez pas à commenter aussi et à dire ce que vous trouvez et à comparer les vins les uns aux autres. C'est toujours extrêmement précieux et enrichissant pour notre dialogue. Surtout qu'on a des millésimes qui sont vraiment différents entre le 14 et le 15. Hein. La particularité également sur ces dernières années, ce sont les étés indiens que nous avons eus, des arrière-saisons magnifiques qui ont poussé les vendanges à leur extrême, où on finit les vendanges mi-octobre, voire fin octobre. Donc, on peut attendre une maturité complète des Cabernet Sauvignon. Et on a ces Cabernets qui offrent cette puissance, cette élégance, cette densité et cette fraîcheur en même temps. Je parlais tout à l'heure du bio et je parlais aussi de la biodynamie qu'on fait à notre manière, parce qu'on utilise aussi les préparats 500, 501, et on a enterré nos cornes même aussi, mais on estime que notre vraie philosophie, c'est quand même la bioprécision, parce qu'on utilise les drones, les meilleurs. On a aussi envoyé pendant 2 ans des impulsions électriques 50 cm² par 50 cm². Dans notre vignoble, ce qui fait qu'on connaît ce qui se passe sous nos pieds et avec les drones, la force de la végétation au-dessus. On ne connaît même pas la parcelle, on connaît au quart de parcelle. Et il faut voir la veille des vendanges, nos œnologues, et on en a 3, qui sont sur des 7 jouets adaptés à nos rêves de vigne, et ils vont mettre des petits rubans, parce que certaines parcelles, on les vendange en creux, si je puis dire, et d'autres on déborde en fonction du degré de maturité de la végétation et également de ce qu'on a dessous. Avons-nous des poches d'argile ou est-ce qu'il ne s'agit que des grappes d'indienne sur 27 mètres? Et on a parfois les deux de manière assez rapprochée. Donc, on arrive maintenant à une précision de vendange. Après, on a la machine à prix optique qui, elle, est au grain près, puisqu'on en a 2, ces machines. Et c'est vrai qu'au début, c'était amusant. On a été les pionniers en 2008 avec ces machines. On a eu tous les directeurs techniques qui venaient pour nous voir en disant non, on est plutôt à la main. Moi, je leur disais, écoutez, nous, depuis en 2008, ça faisait déjà des années et des années qu'on était là avec mon mari, toujours à la dernière table de tri, et au bout de 2 heures, vous mouchez. Hein. Ceux qui ne bougent pas, je ne sais pas, ils sont spéciaux parce que c'est très fatigant. Très fatigant, oui. Et là, la machine est quand même plus précise que l'homme. Donc, on n'a pas hésité. On a aussi, tous les 2 ans, ils nous changent la machine qui enlève les rafles. Maintenant, on a celle qui s'appelle Dream, ce qui veut dire qu'elle est très chère, bien sûr, en langage marketing. Et par contre, ils remettent des rafles.
mais ils remettent des rafles dans certaines cuves et des rafles bien rouges. On ne les met pas les années où elles sont encore un peu vertes et où elles n'ont pas tourné. Enfin, c'est un travail de haute précision. Et c'est ça qui est intéressant parce que le matin, on est des paysans, on regarde ce qui se passe dans le ciel. À midi, on invite des importateurs. L'après-midi, on envoie des mails. Et puis le soir, parfois, on se croit artiste quand on parle de notre vin. Et on est artisan quand on va voir notre tonnelier, quand on va voir ceux qui travaillent dans les chais. Donc, c'est un beau Alors métier. justement, il y a une question à ce propos parce qu'on est tous frappés par l'élégance, la précision des tanins qui sont certes présents et on sent que le vin il est taillé pour une garde qui doit se compter en décennies et en même temps leur souplesse, hein, une question qui dit je suis surpris par la souplesse des tanins. On explique cela uniquement par l'utilisation de cuves ouvertes en bois. Question. Et par des pigeages. On fait très peu de remontage. Et on trouve qu'il ne faut pas être brutal avec le vin. On vérifie par gravité, par baie entière, on pige très doucement et on laisse beaucoup Mère Nature nous guider. Hein. C'est pas, on fait des extractions lentes et douces. Regardez, on a des pressoirs verticaux. Ça, je les appelle le retour vers le futur, parce que si vous allez en Sauternes, vous trouvez encore parfois des vieux pressoirs en bois. Mais pour arriver à sortir des gâteaux de mou qui sont superbes et qui vous permettent de rajouter quelques pourcentages de vin de presse dans votre vin de goutte, il faut des pressoirs verticaux. C'est ce qu'il y a de mieux. Par contre, c'est ce qu'on voit sur la droite de la photo, hein, c'est ça. De chaque côté, à droite et à gauche. Ah oui, vous avez ces pressoirs hydrauliques, mes retours vers le futur là. Voilà. Après, vous voyez que les cuves sont vraiment très petites. Pas grandes non plus et ils versent dedans les petits cuvons de baie entière. Et après, on fait des pigeages très doux. Voilà. On appelle les sélections parcellaires, hein, donc une parcelle dans une cuve. Parfois des demi-parcelles. Ça dépend. Ouais. Voilà. Alors, une autre intervention qui dit, c'est vrai que 2015, on sait tous que c'est une année magnifique et d'ailleurs quelqu'un soulignait que d'une manière générale à Bordeaux, c'est vraiment, il y a vraiment une réussite générale qui est assez extraordinaire dans ce grand millésime 2015. Et celui-ci… permettre, Angélique, en Pessac, reconnu, et sur Pomerol. Là où 2016 a été reconnu comme très homogène, un petit peu partout. Le 2015, il y a eu des endroits où c'était plus compliqué. Plus spécifique, d'accord. Très intéressant à noter. Et là, ce qui est frappant, je trouve, dans ce vin, c'est qu'il y a déjà, je parlais de plénitude, mais il y a même une forme de douceur. Il y a un côté qui est caressant, qui est déjà très crémeux et déjà très agréable à boire. Et c'est étonnant pour un vin dont on sait qu'il va être taillé. Quoi votre secret? On a lâché la vieille philosophie judéo-chrétienne. Hein. J'ai des tanins aux morts espagnols, c'est pas bien bon aujourd'hui, mais ça sera très bon dans 20 ans. Un jour, oui. Et si vous regardez, par exemple, le 88, il est un peu comme ça. Hein. Il y en a très peu qui ont fait des 1988 souples et agréables. Il a fallu attendre 25 ans. Et là, alors que 82, par exemple 1982, ça a fait la fortune de Parker parce qu'il a été le premier à dire c'est pas parce que le vin est bon très vite qu'il ne sera pas excellent plus tard. Et il a raison. Et nous, on est plutôt dans cette philosophie, c'est-à-dire qu'on aime polir les tanins. Comment on les polit? Pas du tout de manière artificielle, c'est pas pommadé, mais c'est de manière très naturelle, en intervenant très peu. On ne fait qu'un seul soutirage, et encore, parfois, on n'en fait même pas. On ne filtre plus, c'est très rare qu'on colle, vous voyez, et on emploie des levures indigènes. On a nos propres clones sur notre île, on a vu l'île tout à l'heure, sur la Garonne. C'est un endroit dépourvu de virus, protégé, et ça nous aide à avoir nos propres pépinières de jeunes vignes qui sont faites avec des bois de nos propres clones, de nos meilleurs ceps, et ensuite on les élève et on les replante. Enfin, si mon mari pouvait,
je crois qu'après avoir intégré la tonnellerie, il intégrerait les bouchons et la verrerie. Alors, on est obligé parfois de les calmer. Mais voilà, ça, pour vous montrer le recyclage, on voyait Fabien qui captait tout à l'heure. Voilà l'île, voilà l'île. Et sur le carré que vous voyez, le carré blanc, c'est là, c'est l'hiver là. Et c'est là qu'on élève nos vignes mères de Portegreffe. Et c'est intéressant à voir aussi parce que on tire les bois et ensuite on les récolte, on les fait pousser. On a aujourd'hui 4 cépages. Sur nos 8 cépages, il y en a 4 qu'on est arrivé parce que ça prend 12 ans pour faire un cépage. Hein. Heureusement, on l'a depuis 24 ans. Alors, on va avancer parce qu'il est déjà, l'heure tourne malheureusement. On est tellement bien avec vos vins que, évidemment, on se laisse emporter. Alors, on va continuer avec le 2010. Si je puis me permettre, je me souviens, Florence, qu'un petit rappel sur ces successions de très belles années, avec 2009 qui avait été un millésime fantastique et qui arrivait en plus d'un point de vue économique à un moment où l'Asie s'ouvrait et se passionnait pour les grands vins de Bordeaux. Et ces vins de 2009 avaient connu un succès immense. Et quand le 2010 est arrivé, je me souviens que vous, Florence, vous vous excusiez presque d'avoir à nouveau aussi bien réussi un millésime à Smith Olympique. Et donc, on va pouvoir le goûter, mais c'est vrai qu'il y a eu cette succession. Vous avez raison. C'est amusant parce qu'en 2009, ça a fait vraiment un peu le début de la gloire. Vous vous souvenez qu'à l'époque, il y avait le grand gourou Parker c'était lui qui dirigeait le vin mondial. Et il nous avait mis 98, j'étais un peu déçu sur les échantillons. Et puis 2 ans après, il nous met 100. Le vin a triplé dans la nuit. Et c'est là que je dis c'était les débuts du sentier vers les sommets pour nous. Et quand 2010 est arrivé, mon mari et nos 2 œnologues ont dit tout de suite il est encore meilleur. Alors moi, je ne vais pas croire, parce qu'avec Ludovic, on est quand même aussi un peu les commerciaux, les vins nous passent dans les mains. Là. Et on disait, mais c'est pas possible, on ne peut pas faire. Et maintenant, au début, j'y croyais pas, parce que le 2009, il était complètement velouté, exubérant, magnifique. Mais si je devais dessiner le 2009, j'aurais beaucoup de sphériques. Si je dois dessiner le 2010, c'est un long fuseau qui n'en finit pas, qui n'a pas de creux au milieu, qui danse tout le long. Et je trouve aujourd'hui qu'ils ont raison. Mais je trouve ça en 2020, quoi, en 2021. Oui, on va dire qu'il y a 2 styles quand même différents sur ce 2010. À Bordeaux, on dit qu'il est plus bordelais, en fait, plus classique dans son équilibre, dans sa finesse, alors que le 9, on peut peut-être comparer le 9 avec le 15 et puis peut-être le 10 avec le 16. Voilà. Mais on ne sait pas quoi faire après avec le 18, le 19 et le 20, même parce qu'ils sont tous quand même très très bons, avec des très beaux niveaux. Et peut-être que le 20 se rapproche du 9 aussi, je ne sais pas, ou entre le 9 et le 10. Je pense qu'il y a le meilleur des deux, moi. Oui, voilà. On a peut-être le meilleur des deux sur ce 2020. Mais c'est vrai qu'on a des styles et ce 2010. Ouais, alors quand je veux impressionner mes grands clients, c'est ce que je fais, là. Il n'y a pas de problème. Le 2010. Il a une fraîcheur, il a des raisins noirs, on ne dirait jamais qu'il a 11 ans. Et quand il a un nez qui est très puissant, il faut le décanter, bien évidemment. Hein. Mais à la limite, là, ça le sert, parce que ça fait au petit format. Ça les aide énormément. Oui, ça les ouvre. Ça les ouvre. Et le 10, on dirait qu'on l'a décanté là. Ouais, c'est amusant. C'est ce que disent effectivement tous les producteurs avec lesquels nous avons organisé des dégustations jusqu'à présent. C'est un peu la bonne surprise de ce travail, de les avoir transférés, de cette manipulation qui pourtant se fait sous atmosphère protégée, mais c'est la manipulation physique finalement. Je le dis d'autant plus que nous avons ce soir avec nous le producteur de la prochaine dégustation, Jean-Philippe Brett, qui est avec nous, et donc les Brett Brothers en Bourgogne. Donc, Jean-Philippe, je sais pas si vous êtes toujours avec nous. On a mal les bourguignons, alors. Non, attention, attention, qui fait des vins magnifiques aussi et qui sera avec nous donc, le 20 juillet. Et c'est toujours, effectivement, alors ce qui est intéressant, c'est aussi, on le voit sur des vins récents, il y a ce côté où les vins s'assouplissent, ça leur fait du bien, mais c'est intéressant aussi de voir ce que ça donne sur des millésimes qui sont déjà un peu plus matures. Hein.
Parce que comme je disais, dans l'esprit un peu judéo-chrétien, on dit, oh là là, Smith-Olafite, c'est trop bon, comment ça va vieillir? Eh bien non, ça vieillit bien, en blanc comme en rouge. Alors, il y a une question sur l'élevage. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de l'élevage en fût, proportion de fût neuf? Comment choisissez-vous ces fûts? Quel degré de chauffe? Alors, d'abord, pour choisir nos fûts, nos barriques, hein, on va dans la forêt de Troncé, de Jupy et de Loche. C'est les 3 forêts, la majorité étant Troncé. C'est des bois de chêne très chers, mais c'est un peu la Rolls-Royce du bois. Et c'est amusant parce que c'est notre tonnelier, notre maître tonnelier qui part avec Fabien Telgen, notre chef winemaker, là, et ils ont appris à mâcher les douelles, ce qui est surprenant, mais maintenant, finalement, ils sont très respectés là-bas parce qu'ils savent ce qu'ils achètent. Et ensuite, c'est la forêt de Colbert. Hein, vous savez, c'est des grands bois, des grands chênes qui sont assez près les uns des autres et qui ont peu de branches, parce que ça donnait, quand il y a beaucoup de branches, ça donne de la sève, et la sève, ça va casser l'âme du vin, ils ne peuvent pas prendre leur douelle. Alors, on fait beaucoup de chauffe très douce et très lente. On n'est pas pour les chauffes fortes, en fait. Par contre, elles sont assez prolongées, mais très douces. On voit ici M+, hein. Oui. M+, moyenne, alors, moyenne M+, c'est moyenne plus, et ça, c'est pour du cabernet. C'est la chauffe moyenne plus, et c'est du rouge. Et puis, comme le tonnelier modeste qui signe en dessous. Enfin, c'est intéressant de voir comment il travaille. Et les visiteurs adorent le voir au travail parce qu'il est très habile. Et c'est vraiment intéressant de venir nous rendre visite. Pour fabriquer une barrique à Smith-Olafite, il faut 2000 coups de marteau. Ouais. Ouais, c'est un bel ouvrage. Et alors, la proportion pour le petit Olafite et pour le grand vin, en termes de bois neuf, par exemple, en 2009, on était à, je dirais, 90% de bois neuf. Aujourd'hui, on ne dépasse pas les 60. 55-60%. 60% sur le 2010, je dirais. On aime les vins plus ciselés et moins racoleurs, si je puis dire. Et on utilise peu de bois. Et comme je disais, enfin peu de bois. Sur les seconds vins, on en met à peine 30, parfois 40, ça dépend, mais pas plus. Et le maximum, ça serait 65-70 sur les grands millésimes. Alors, une question un peu provocante par rapport à Robert Parker est connu pour avoir aimé ces vins très puissants, très bodybuildés, très soutenus par beaucoup de bois neufs. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la tendance va vers des vins plus fins, plus. Vous avez raison, mais il ne faut pas caricaturer complètement Parker parce que nous, il nous a bien noté, par exemple, après mise, hein, ce qui est quand même significatif, c'est le juge de paix, là, le vin embouteillé. Hein. Avant les. Oui. Il a toujours dit que son vin d'île déserte serait un Aubryon 89. Et Aubryon 89, c'est pas un monstre. Hein, donc, alors, moi d'ailleurs, j'ai gaffé, mais je m'en suis bien sorti parce que la seule dégustation que j'ai faite aux États-Unis à côté de Parker, il a goûté mon 2001 et il était 2001 qui était à côté du 2000. Et il a dit, je traduis, oh, j'aime ce vin, mais je l'aime pour des. Il a goûté 2 fois, ce qu'il ne fait jamais. Il a dit, je l'aime pour des raisons différentes. Et moi, je n'ai pas pu m'empêcher de lui répondre, parce que comme vous voyez, je suis bavarde. Je lui ai répondu en anglais, oh, avec la maturité vient le goût de la finesse. Et là, il y a eu 30 secondes de silence, de blanc total. Et puis, il m'a tapé sur l'épaule en disant good joke. Mais entre-temps, j'avais blanchi. Oui. On parlait pas comme ça. Mais effectivement, nous, on a Fabien Telgen, c'est vraiment pas été en 2000 que Fabien a pris le pouvoir sur le vin, parce qu'il était dans la vigne depuis 6 ans avant. Et c'est très bien, parce que pour un ingénieur agro-œnologue, c'est une formation parfaite de démarrer à la vigne. Et d'ailleurs, le garçon qui est maintenant le patron de nos vignes, il est autodidacte.
Il est venu faire les vendanges il y a 12 ans chez nous et il a gravi tous les échelons. Et il a un jeune ingénieur agro, mais qui est numéro 2. Et on est ravis de cet assemblage. Et apparemment, eux aussi. Parce qu'il y a quelqu'un d'inspiré. Si vous ne croyez pas au pouvoir des plantes, c'est difficile. Par contre, si vous êtes complètement mystique, alors là, vous plantez le foie de cerf au bout des vignes, avec toutes les vénules qui reflètent le cosmos. Ça, nous, on n'accroche pas vraiment. Mais on accroche avec le reste. Les plantes communiquent entre elles. C'est tellement important, la vie souterraine du sol, les lombriques. Nous, on est passé en 30 ans, mais même avant, mais ça nous a pris facile 7-8 ans pour passer d'un désert chimique à un sol vivant. Oui. Bourré d'oiseaux, de chauves-souris le soir, d'insectes. On fait notre propre miel avec des ruches. On a 3 vergers maintenant. On a 2 potagers bio, dont un immense parce qu'on bénéficie de celui des sources de Caudalie. On a planté 10 km de haies et avec notre fille qui donne 1% de ses crèmes Caudalie pour la planète, on entoure les vignerons qui le souhaitent, les petits vignerons, avec des haies. Ils ne veulent pas tous parce qu'après, il faut les entretenir. Hein. Mais bon, tous ceux qui sont près des villes et près des écoles, on leur propose avec les paysages de Gironde de faire des haies. Et je veux dire, c'est intéressant. Nous, c'est notre manière d'aider un peu cette planète qui est abîmée au-delà du point où elle peut se régénérer toute seule. Hein, je vous propose qu'on passe peut-être au blanc, parce que là, on va attaquer les blancs. Non, mais c'est vrai que ce souci de la biodiversité, vous l'avez d'ailleurs, vous dites assez joliment que le vigneron est l'architecte du paysage. Et c'est une jolie façon d'exprimer effectivement tout ce que vous avez pu faire pour structurer votre vignoble. Alors effectivement, là, on arrive au bout de notre heure, donc on n'est pas bien parce qu'on va déborder. Mais on est quand même très heureux. Et on va passer maintenant donc au petit Olafite blanc. 2019, exactement. Alors, le vignoble des Blancs, 11 hectares qui sont situés derrière l'hôtel. Les Bourguignons vont rigoler parce que moi, j'appelle ça la côte des Blancs chez nous, puisque c'est vraiment une colline, vraiment pentue sur un seul lieu, qui est découpé en plusieurs parcelles, micro-parcelles, au total plus de 40 parcelles sur ce vignoble de Blanc. C'est vraiment de la haute couture où on suit la maturité des raisins. Smith Olafite est à dominante Sauvignon de l'ordre de 90%. Ici, un petit peu moins sur les jeunes vignes, on va être à 80% de Sémillon et de Sauvignon, pendant les 20% de Sémillon. Mais dans nos Sauvignons, on ne va pas chercher le côté variétal du Sauvignon, mais plutôt on est à la recherche du fruit, de la pêche, de l'agrume, des fleurs blanches et des notes plus complexes sur le grand vin. Donc ce petit Olafite, c'est un vin qui propose dès aujourd'hui un nez qui est très ouvert. On est sur le côté très agrume, très pêche, très fruit blanc en fait, voire fruit à noyau, un côté un petit peu fleur étoilée, également côté anisé, amande, qui est très agréable, très rafraîchissant. Exotique aussi un petit peu. Mais pas trop sur le litchi ni l'ananas, mais plutôt sur peut-être le pamplemousse dans ce cas-là. Oui. Il y a des épices aussi. Et moi, j'aime beaucoup ce vin parce qu'il est opulent. Hein, on ne sent vraiment pas le Sauvignon variétal, ça c'est clair. Non, pas du tout. C'est déjà un vin solide. Hein, Voilà, les vendanges commencent toujours fin août ou début septembre. Hein, généralement, on lance l'ouverture des vendanges sur les blancs, bien sûr. Et puis, elles vont s'étaler durant 3 semaines, souvent, avec plusieurs passages au niveau des rangs, ce qu'on appelle les tris dorés, puisqu'on va on ne va pas chercher les raisins verts. Là, c'est facile pour les vendangeurs. On leur demande de récolter des raisins qui sont plutôt jaunes. Et puis après, bien sûr, tout ça est trié et puis dans des pressoirs. Donc, toujours le matin, ça c'est important, les vendanges. On arrête à 11 heures généralement. À la fraîche, comme on dit, pour garder justement cette pureté, cette concentration sur les fruits. Et puis,
Ensuite, les blancs, moins on y touche, mieux c'est. On les laisse faire leur vie. Ils sont pressés dans un pressoir horizontal inerte, donc sans oxygène, pour garder un maximum de fraîcheur. On les entonne après, enfin, on les met dans des cuves et puis dès que et on débourbe comme le jus d'orange, hein, les lignes un peu épaisses en bas, et on prend le haut et ça passe tout de suite en barrique. On descend dans les barriques et voilà. Et ça a l'air tout simple, mais en fait, on surveille chaque barrique comme un nouveau-né. Bien sûr. Et ce petit Olafite, il a tout d'un grand. Hein. Ouais. Je trouve qu'il y a un côté aussi fruits jaunes, un peu fruits, quelque chose comme ça. Oui, abricot. Oui, c'est très, très agréable. Les Japonais parleraient peut-être de kumquat. C'est violent, hein, le kumquat. C'est très aromatique. Oui, mais sur l'abricot. L'abricot, même clémentine un peu. Hein. Mais je trouve qu'on retrouve aussi, comme sur les rouges, cette signature minérale plutôt en fin de bouche qui apporte beaucoup de fraîcheur. Vous allez voir dans le Smith Olafite 16 qui vient derrière, qui moi est vraiment un de mes tout favoris en blanc, alors qu'en blanc on n'arrive pas à rater un millésime. Franchement, vous pouvez voir tous nos blancs, y compris depuis 92 qui était une année 1992 qui était une année de pluie, mais où on a quand même réussi un très beau blanc. Et les gens s'en sont aperçus après, puisque comme il pleuvait beaucoup, l'année n'était pas cotée. Mais on a une signature assez saline, vous verrez. Oui. On le sent un tout petit peu dans le petit, mais on le sent beaucoup plus fort dans le Smith, qu'on peut peut-être goûter maintenant. Alors, on va goûter juste entre les deux. Est-ce qu'on peut revenir sur une question, pardon de revenir au rouge, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé d'accord mets et vin. Et quelqu'un demandait une suggestion d'accord mets et vin sur le 2010 particulièrement, mais on peut l'étendre un petit peu aux différents profils de millésimes qu'on a goûté en rouge. Alors moi, j'adore les viandes blanches et en ce moment, l'agneau, parce qu'on n'est pas si loin de Pâques, là. Et alors, je vais vous donner tous mes secrets. Moi, j'ai 6 menus que j'adore parce que je trouve que c'est pour mes rouges. Je trouve que c'est des menus formidables pour mes rouges. Et comme ce n'est pas toujours moi qui cuisine, mais par contre, je surveille les recettes. C'est très simple parce que c'est un poulet parfait, bien doré, un poulet bien sûr bio élevé au grand air. Après, ça va être le rôti de veau, ça peut être le porc bien saisi, ça peut être, j'adore les agneaux de 7 heures là, qui sont confits un petit peu. Bien confits, oui. Voilà, moi j'aime ce genre de viande. Alors, de temps en temps, une côte de bœuf pour faire plaisir à mon mari, moi c'est un peu moins mon truc. Et là j'avouerais que je mettrais plutôt un 2009, vous voyez, sur une côte de bœuf. Il faut envoyer un truc un peu spectaculaire. Mais pour sentir toute la complexité d'un 2010, moi je préfère le poulet ou les choses comme ça. Parce que chez moi, sur ma table, tout est destiné à mettre en valeur le vin, hein, soyons clairs. Et bien sûr. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que chez le chef d'Alice, le chef des sources, là, qui a complètement renouvelé sa carte et son style, il a tout compris. Parce qu'il arrive à faire une très grande cuisine en ayant banni les tueurs de vin, quoi, les vinaigres, s'il met des poivrons, ils sont complètement cuits et recuits, vous voyez, ils sont confits, enfin. Et ça me fait plaisir, parce que auparavant, arrivant d'où il arrivait, il était normand à la base, il n'était pas complètement en phase. Et alors là, depuis quelques années, c'est formidable. Il fait parfois dans du verjus, mais c'est du bon verjus. Enfin, et moi, je suis beaucoup moins fort que lui, bien évidemment. Il a une brigade de 15 super gars. Mais bon, on fait simple, mais on fait bon. Et un plat de spaghettis, c'est pas mal non plus. Hein. Oui, parce que j'allais vous dire, comment est-ce qu'on s'adresse à des personnes qui sont végétariennes? On n'a parlé que de viande. De plus en plus, on est obligé de traiter cet aspect-là. Moi, j'adore les graines. Et je fais beaucoup. Alors, j'aime, encore une fois, sans vinaigre, mais je trouve qu'on peut faire des très jolies choses avec des taboulés un peu sophistiqués, par exemple, et des pâtes. Hein. Alors, et puis après, il y a des desserts au chocolat bien noirs qui vont merveilleusement avec le rouge. Hein.
Avec les rouges, bien sûr. Hein, et ça fait un très bel accord avec des millésimes comme effectivement. Ah oui, on fait aussi ce qu'on appelle une courgettine. Courgettine, c'est un truc tout bête. On pèle des courgettes très fins, des lamelles, vous voyez, et puis on les mélange étroitement avec du riz. Et on fait comme un gratin et on fait cuire au four. Et ça peut un peu d'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive, bien sûr. La courgettine, c'est super bon. Et c'est assez quand même. Bien que ça ait du goût de légumes, mais c'est pas. Cela dit, ça doit, pour faire la transition avec les vins, ça doit aussi se marier assez bien, ce que vous venez de proposer avec le blanc. Exactement. Aussi. Les poissons, mais parce que c'est joli quand même d'avoir. Bien sûr. Bien sûr. Ça arrive très très bien, que ce soit le petit ou le Smith qu'on commence à goûter maintenant, ça se marie extrêmement bien avec les pâtes pressées en fromage. Là, les pâtes pressées. Ah oui. Le comté, mon mari vous dira le Beaufort parce qu'il est de Savoie. Mais donc on a toujours Beaufort et comté sur notre plateau. Il y a aussi toutes les tomes des Pyrénées et le blanc. Le blanc est meilleur que le rouge, mais les gens généralement hésitent à revenir. Alors on leur met du camembert et des trucs qui vont avec le rouge aussi. Voilà. Il n'y a que du Roquefort que vous ne trouvez pas toujours chez nous parce que ça va très bien avec le Sauternes, ça ne va pas très bien avec les autres. C'est moins bien. Alors, ce qui est assez étonnant avec ce 2016, c'est que le premier-né est plus subtil et un petit peu plus effacé, enfin plus discret, pas effacé, mais plus discret que le 2019 du petit Olafite. Mais par contre, en bouche, la longe est incroyable. Oui. N'oublions pas que ce sont des vins qui sont faits pour la garde aussi. Les blancs, 5 ans, 10 ans, voire plus, ils sont faits pour ça. Donc, on va avoir des arômes un petit peu différents, mais qui vont être intéressants aussi dans les accords mévins. Excellent. Le nez est assez citronné, je trouve. Le nez s'ouvre vraiment sur du citron. C'est très agréable. Ah, mais il y a plusieurs niveaux. C'est sûr, ça démarre sur les agrumes. Après, moi, je vois plutôt des pêches blanches, des fleurs. Notre œnologue voit souvent une pointe d'abricot, parfois un peu de mangue, des épices. Et puis, à la fin, il y a cette salinité que moi, je sens assez fortement là. L'amande, l'anis. Oui, il y a de l'anis étoilé aussi, oui. Fruit à noyau au nez. Un noyau au nez, oui. Tout à fait. Il est expressif, oui. Merci, Madame Dévoile. Il se dévoile, tout oui, à fait. Oui, c'est vrai qu'il se... Fruit à noyau au nez, assez expressif. Nous, nos vins blancs, c'est simple. On les aime ou on les aime pas. On a le droit, parce qu'ils sont séquents. Mais c'est pour la vie. C'est pour la vie. Et sur nos 10 hectares et demi, je crois qu'on a des aficionados un peu partout dans le monde. Les Suisses, ils adorent parce qu'ils ont du très bon vin blanc maintenant. Ils ont fait beaucoup de produits. Et ce sont des grands goûteurs de blanc. C'est assez bizarre, mais en Suisse, le blanc Smith Olafite, c'est la folie. Alors que bon, le rouge, ils ont le choix. Il y en a qui nous aiment, mais c'est assez étonnant de voir par pays. Plus intéressés par le blanc, ah oui. Et les Asiatiques, et pas les Blancs, pas que le nôtre, ils n'aimaient pas les Blancs. Eh bien, c'est en train de changer parce que mes parents, moi, je suis arrivée après je suis née après leur arrivée en France, mais ils ont vécu tout le temps, on en disait l'Indochine à l'époque. Et ma mère cuisinait très bien le porc sucré, le sweet and sour vietnamien, on disait. Et franchement, nos blancs, ça va drôlement bien avec ce genre de cuisine. Et ils s'en rendent compte maintenant, parce que c'est une vieille civilisation. Alors, moi, ça ne m'arrange pas, parce que j'ai que 10 hectares contre 70. Mais bon. Une bouteille de blanc pour une bouteille de rouge. Oui, voilà. Une bouteille pour combien de rouge? Pardon, il y a une petite coupure de son. On a 20 000 bouteilles de blanc et 23 000 parfois. Et quand on arrive à 100 000 bouteilles de Smith Olafite, on est content. On fait très peu de rendement. Par contre, on a 100 000 bouteilles de petits Smith Olafite. Alors, il y a eu une question un peu avant. Il y a eu une question qui vous demandait est-ce que vous avez essayé les francs de pied? Mais est-ce qu'il faut-il en avoir? Mais... Oui, on a ça, mais on ne veut pas trop vous en parler parce que d'abord, c'est dangereux. Il faut aller se mettre sur du sable. Sans ça, vous avez 8 chances sur 10 largement d'attraper le phylloxéra. Et
Et donc, on essaye dans un coin un peu secret de Solafite, je ne vous dirai pas où. Mais bon, on a goûté ça parce qu'on connaît bien un gars très créatif, très disruptif, très rebelle, qui pense qu'il a un terroir magique, il a un joli terroir de Grave, d'Entre-deux-Mers, je ne sais plus, de Grave. Et lui, il fait des francs de pied. Mais bon, c'est des tests. C'est des tests. C'est des tests. Parce que c'est à la mode, comme le casse-tête, comme les vieux cépages. On essaye aussi. Et par contre, alors on a essayé les cépages dits résistants au milieu. Pour l'instant, c'est la cata. C'est pas bon. Hein, c'est pas grave si les chercheurs de l'INRA m'entendent. Hein, c'est pas. Voilà, alors ça, c'est nos œuvres d'art, parce que, comme je disais, je pense que pour faire un grand vigneron, il faut à la fois de l'humus, de l'humidité, il faut à la fois connaître le climat, les impératifs géologiques, et puis il faut aussi une vision artistique. Nous, ça nous paraît important, et si je suis un peu prétentieuse, je vais dire que on a une démarche holistique au service d'une beauté engagée. Je me lance. Hein. Non, mais vous avez constitué une belle collection au fil des années. Alors maintenant, on a arrêté, depuis qu'on est bio, vous savez, quand on est bio et qu'on fait les choses à fond et en biodynamie, 40% plus cher, 20% de moins en rendement. Donc ça calme. Hein. Il y a 4-5 ans qu'on n'a pas acheté de sculpture. Mais mes deux filles me disent, écoute, elles sont grosses tes sculptures et tu allais en mettre trop. Alors on s'amuse avec des créateurs locaux, les Beaux-Arts de Bordeaux, des artistes qui sont français, qui ne sont pas très loin et qui viennent dans notre circuit de land art. On a 15 hectares de forêt des 4 sens, où on fait chanter les bois sur une petite île, où on caresse la mousse, on embrasse les gros chênes. Et, ah oui. C'est très à la mode, ça. C'est très tendance. Il y a 4 ans il y a 3 ans pour la ouverte et j'ai mis 2 ans pour la faire. Hein. Moi qui et on adore s'y balader tous les week-ends parce que ça change tellement avec le temps. Et c'est la forêt qui part du château Le Til qui nous appartient. Et c'était là que Désirée Clary, qui est l'arrière-grand-tante de ceux qui nous ont vendu, l'arrière-grand-tante, ceux qui nous ont vendu le tout, qui avait été la fiancée de Napoléon et qui a épousé Bernadotte, un général de Napoléon qui est devenu maréchal. Et ils sont allés voir le roi de Suède qu'ils ne connaissaient pas. Parce que le roi de Suède n'avait pas de descendants, et cette magnifique Désirée Clary, qui était très intrigante, elle est arrivée à faire en sorte qu'il soit choisi comme héritier du roi de Suède. Il ne parlait pas un mot suédois. Et les Bernadotte sont toujours sur le trône de Suède. Toujours, oui. Tout ça pour dire que cette forêt un peu enchantée, avec toutes ces espèces d'arbres, c'est elle qui invitait je ne sais pas si c'était ses amants, enfin les gentilshommes, au chapeau de paille où elle donnait des concerts. Alors moi, j'ai un peu remplacé ça par des sculptures contemporaines et la forêt des sens, mais elle a un charme particulier, cette forêt. On sent encore l'âme de Désirée Clary. Voilà. C'est toujours très énergisant, une promenade en forêt, en plus. Alors, il y a plusieurs questions sur les blancs. Alors, déjà, une question un commentaire sur la température. C'est vrai qu'il ne faut pas le boire trop frais, hein, pour vraiment pouvoir apprécier il ne faut pas que ça fasse de buée sur le verre, mais moi, je pense qu'il faut toujours servir 2 degrés plus frais que la parfaite température, qui est à 10 ou 11. Il faut servir à 7 ou 8. Parce que ça se réchauffe très vite, surtout l'été. Très vite, effectivement. Et puis, une autre question sur l'élevage pour les blancs. Y a-t-il de l'élevage sous bois? Bien sûr, mais aujourd'hui, on serait à 35% à peu près. Voilà, pas plus. Pas plus de barriques neuves, hein, et le reste, barriques d'1 an. Et pour le petit, il y aurait 20% de barriques neuves et le reste en barriques d'1 an, voire parfois de 2, non, peut-être pas. Je crois pas que c'est quand non, il y a une partie sans barrique. Pas pour le petit. Une partie avec barrique neuve, une partie barrique neuve et un petit lot sans barrique. Tout petit lot. On essaye les amphores, on n'est pas super content des amphores. Bon, c'est comme ça. Ils trouvent que ça donne un poil de rusticité. Alors,
on regarde. On va peut-être mettre des foudres. Enfin, on fait beaucoup d'essais. On a tout essayé. Oui, beaucoup d'expérience. C'est intéressant. Vous êtes toujours en mouvement dans cette propriété. Magnifique. Magnifique. Merci, merci beaucoup. Infiniment. Je crois qu'on va bientôt arriver au terme, malheureusement, de cette dégustation. On a encore deux personnes à vous présenter. Donc, Quentin Médieux qui nous a rejoint dans cette dégustation. Quentin qui s'occupe à Bordeaux du développement commercial et des relations avec les propriétés, notamment sur la place. Donc, c'est Quentin qui avait œuvré pour que cette dégustation soit possible aussi. Donc, merci, Quentin. Bonsoir à tous. Je te coupe la parole 2 secondes, Angélique, juste pour encore une fois remercier Florence et Ludovic, parce que quand on a posé la question et proposé cette e-dégustation, on a eu une réponse très, très spontanée et très rapide en disant que c'était vraiment volontiers. Donc, merci encore de nous avoir permis de faire cette dégustation. Et revenez tous, venez nous voir pour ceux qui ne nous connaissent pas, revenez pour les autres, ça vaut la peine, chaque saison c'est différent, c'est aux portes de Bordeaux et franchement c'est sympa. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, à chaque fois qu'on vient chez vous, on est toujours reçu avec un grand sourire, c'est toujours un plaisir d'y venir. Donc je conseille à toutes les personnes qui sont avec nous, qui participent à cette dégustation, d'y aller, s'ils peuvent, de venir vous voir parce que c'est fabuleux. On a une belle équipe très motivée ici, oui, et on vous attend. Voilà. Merci. On achève une dégustation vraiment magnifique. Hein. Tous ces vins sont fantastiques. Honneur à Bordeaux. Magnifique. Vraiment très, très, exactement. Très heureux. Merci de nous avoir mis à disposition ces vins. À bientôt. Les vins sont bien sûr disponibles sur Ideal Wine et si vous êtes amateur de vieux millésimes, on a la chance sur Ideal Wine d'en voir passer souvent. Donc, n'hésitez pas aussi à aller regarder de temps en temps, vous mettre des alertes. À ceci près que certains, le 2010 par exemple, n'est pas disponible, mais gageons que dans des futures enchères, on va pouvoir le retrouver, on peut le guetter, il est magnifique. On a des millésimes plus récents en achat direct. Quentin, tu peux peut-être juste en dire un petit mot de ce qui… Je vais essayer de trouver des 2010, mais j'avais essayé effectivement avec Florence et Ludovic. On trouvera quelques caisses. On vous trouvera quelques caisses. Voilà. On va trouver ça. Pour l'instant, effectivement, vous avez la possibilité d'acheter des 2014, des 2015 sur le rouge. Le petit Olafite en rouge est disponible en 2018 et non pas en 2016. Mais si je ne dis pas de bêtises, Florence et Ludovic, il me semble qu'on est quand même sur des millésimes pas forcément comparables, mais en tout cas sur des qualités en tout cas largement égales. Donc un millésime que j'apprécie particulièrement. Et le blanc, vous trouverez Petit Olafite 2019 et Smith Olafite 2016. Donc n'hésitez pas à vous promener là-dessus. Et puis dès qu'on pourra, on n'hésitera pas de vous proposer un petit peu du off-site si on arrive à mettre la main sur effectivement quelques caisses, notamment sur des vieux millésimes, pourquoi pas des 2009 aussi, dans des choses comme ça. On trouvera quelque chose. Un grand merci, très bonne soirée à tous. À bientôt. Bel été et à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.